Bonsoir. Merci d'abord d'être venus ce soir pour la conférence débat organisée par l'association ACPE des parents d'élèves de Longouge. D'abord, pour nous présenter, cette association dont je suis la présidente est une association de parents qui se mobilise pour le bien-être des enfants au sein des écoles. Nous gérons la garderie du matin des écoles et nous employons 4 salariés. Nous organisons aussi des manifestations tout au long de l'année, bijou et puériculture, soirées à thème, vente de sapin de Noël, de galettes des rois, marché aux fleurs, fête de l'école, retraite au lampion. Tout ceci nous permet de récolter des fonds. Cette année, 4 000 € ont été, tout à l'heure, donnés aux directeurs des écoles. Tous nos bénéfices leur sont reversés. Cela leur permet d'acheter du matériel, d'organiser des sorties supplémentaires ou de faire venir des intervenants extérieurs. Nous avons aussi mis en place des ateliers ponctuels et des ateliers extrascolaires à l'année. Éveil musical, art créatif, anglais, multisport et des ateliers ponctuels tels que cuisine et décoration. Tout cela ne serait bien sûr pas possible sans l'investissement de tous les membres du bureau et des parents que je remercie. Le bien-être de nos enfants à l'école implique que nous soutenons inconditionnellement tous les parents, tous les enseignants qui aujourd'hui se mobilisent contre la suppression des 278 postes en Haute-Vienne dans l'enseignement et contre les fermetures de classes. À savoir, nous sommes l'académie la plus touchée sur les suppressions et les fermetures de classes. Avec eux, nous exigeons qu'il n'y ait aucune fermeture. Nous exigeons le maintien de tous les postes d'enseignants, car il ne saurait être question que l'instruction publique pour nos enfants soit passée au tamis de la réduction des déficits publics. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si en même temps que la laïcité de l'école est remise en cause, que 10 milliards d'euros de nos impôts soient versés chaque année à l'enseignement privé en vertu de lois anti-laïques et que dans le même temps soient portés des coups de hache dans les moyens de fonctionnement de l'école publique, l'école de la République. Nous avons été confrontés, en début d'année, à des problèmes et des questions sur le rôle de l'école publique et celle de nos enfants, celle faite pour tous les enfants du peuple. Nous avons été amenés, comme parents, à réfléchir sur ce qu'était la neutralité de l'école républicaine, ses devoirs, ses obligations et ce qu'était vraiment la laïcité. Ces événements nous ont également fait prendre connaissance que la notion de laïcité est souvent confuse et donne lieu à des interprétations diverses et variées. Il nous a donc paru primordial de clarifier cette notion de laïcité qui est un pilier de notre République et de son école. En effet, qu'est-ce que la laïcité? Comment s'est-elle imposée? Et s'est-elle imposée facilement? Connaît-elle des détracteurs de nos jours? L'école publique et laïque de la République est-elle en danger? Ou comme s'interrogeait Pierre Allard, dans son courrier, le maire de Saint-Julien, comment construire le bien vivre ensemble dans le respect des croyances ou des non-croyances de chacun? Ces questions sont pour nous essentielles, d'où le thème que nous avons choisi ce soir, la laïcité d'hier à aujourd'hui. Et c'est à ces questions que va répondre dans son exposé Michel Gaudichaud, juriste, agrégé d'économie et de gestion, animateur de la commission Droit et laïcité de la libre pensée et auteur de plusieurs ouvrages, dont La revanche du parti noir, la lente mise à mort de l'école publique. L'association des parents d'élèves remercie Michel Gaudichaud d'avoir répondu positivement à notre invitation. Nous remercions également la mairie qui nous a permis d'organiser cette soirée dans cette salle qui sert de garderie depuis plus de 25 ans aux enfants des écoles publiques de Longouge, ainsi que pour la mise à disposition de matériel. Nous remercions également la présence des TDEN parmi nous ce soir. Je tenais également à excuser de leur absence ce soir mesdames Boulestin, Bordas, Briquet, Desproches-Pérou, Montmanteau, Terol-Dumont, Plazy, Rome, ainsi que messieurs Allard, Brouille, Ducourtieu, Fontarinski, Granet, Lajaumont, Lefort, Perronnet, Ratier, Reillac, Cerveau et Vareille, qui ont pris soin de nous informer qu'ils ne pouvaient pas être présents ce soir. Merci. Je laisse donc la parole à notre conférencier.
Merci, Madame la Présidente, et merci de votre invitation, merci de votre présence à tous. Je crois que je vais me lever parce que je me sens vraiment plus bas que vous, là, et ça me donne peut-être un peu d'énergie et de portée à ma voix. Mon propos sera axé autour des questions de la laïcité scolaire, même si on pourra éventuellement dans la discussion aborder des éléments provenant de la loi de 1905 et de son application. Mais je crois que ce qui nous réunit tous ici, c'est notre volonté de défendre l'école laïque républicaine. Donc je partirai, alors le titre du bouquin qu'on a fait à trois, avec un sociologue, un littéraire et un juriste et un petit peu économiste, peut paraître curieux. Le Parti noir, c'est l'expression d'Anatole France. Et Anatole France désignait par cela l'aile de l'Assemblée constituante où se regroupait le clergé au moment de la Révolution française et qui était habillé de noir. Et nous nous sommes interrogés sur cette rupture d'abord de la Révolution française qui excluait le clergé de son monopole sur l'enseignement tel qu'il existait avant la Révolution française. Alors on va partir de là. En France, le mouvement de scolarisation naît à partir de la fin du XVIIe siècle. C'est Louis XIV, pour des raisons particulières, qui va encourager un premier mouvement de scolarisation. Ces raisons particulières, c'est essentiellement la concurrence de ce qu'il appelle, lui, Louis XIV, la religion prétendue réformée, c'est-à-dire le protestantisme qui a entrepris d'apprendre à lire aux enfants, là où il existe, pour qu'ils puissent lire la Bible. Et cette concurrence étant politiquement redoutable pour Louis XIV, il va commencer à mettre en place un début de système scolaire. Alors, c'est un ensemble, comme toujours. D'une part, il y a Saint-Vincent-de-Paul qui s'occupe des galères. Et pour le reste des pauvres qu'on ne met pas dans les galères, ni qu'on n'enferme pas dans les maisons d'hospice, comme on disait à l'époque, eh bien, il faut trouver une autre solution. Et cette solution-là, ça va être de confier ces enfants-là aux prêtres ou sous l'autorité des prêtres, à ce qu'on appelait à l'époque des écolâtres. Et on va obliger pratiquement les conseils paroissiaux, pas de conseils municipaux, sauf dans certaines communes libres, les conseils paroissiaux à financer une partie des salaires des écolâtres, qui sont la plupart du temps des misérables, et qui eux savent lire et écrire, et qui sont censés, sous l'autorité du curé, quelquefois c'est le curé lui-même qui s'en charge, quelquefois c'est le bedeau, quelquefois c'est une autre personne qui cherche à gagner sa croûte, pour enseigner aux garçons, évidemment, essentiellement, les rudiments de lecture et d'écriture et de calcul. D'ailleurs, quand je dis lecture, écriture, calcul, il faut payer d'abord pour la lecture si on veut apprendre à lire. Si on paye un peu plus, on peut aussi apprendre à écrire. Et si on a encore un peu d'argent, on peut apprendre à compter. C'est-à-dire que cette école, elle est payante, facultative, et surtout pas laïque, puisque c'est le curé qui l'organise, et le conseil paroissial. Ça va malgré tout permettre en un siècle à peu près de faire passer le taux d'alphabétisation dans ce pays de 20% à 40%. À la veille de la Révolution française, il y a 40%, un peu plus, un peu moins, d'enfants qui savent lire et écrire, encore que c'est un peu discuté parce qu'on s'interroge, les sociologues, les statisticiens, s'interrogent sur la pertinence du critère de la signature des contrats de mariage, qui était un des critères pour savoir si les gens savaient écrire, en particulier. Cependant, au moment de la Révolution française, il y a déjà d'autres idées qui ont surgi. Turgot, qui a été ministre, La Chalotais, Diderot, Condorcet, les salons commencent à poser le problème d'une généralisation de l'instruction. Ça va d'ailleurs être une revendication très fréquente des cahiers de doléances
de la Révolution française. J'ai quelques exemples. Les cahiers du clergé, parce que c'était eux qui étaient au charbon, si j'ose dire, de Rodez et de Saumur, demandent qu'il soit fait un plan d'éducation nationale pour la jeunesse. Ceux de Lyon, toujours du clergé, que l'éducation soit confiée à un corps enseignant dont les membres ne soient amovibles que pour cause de négligence, d'inconduite et d'incapacité. C'est-à-dire qu'ils demandent qu'il y ait un corps d'enseignants spécialisé. Parce que c'était la catastrophe absolue sur le plan de la capacité des enseignants. Les cahiers de la noblesse de Lyon insistent pour qu'on imprime à l'éducation des deux sexes un caractère national. Ceux de Paris demandent que l'éducation publique